On va faire en sorte que les individus, par les médias notamment, n'aient plus accès à leur esprit critique et soient conduits, en acceptant ce discours idéologique, à commettre des actes au nom du bien commun, au nom du sacrifice d'une partie de la population pour le bien commun, qu'ils n'auraient jamais commis en d'autres circonstances. Donc il faut absolument les endoctriner. On voit que dans ces discours, il y a toujours la culpabilisation du citoyen, c'est-à-dire qu'en somme, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas le gouvernement qui est responsable, ce ne sont pas les hommes politiques, ce sont les citoyens. Nous devenons tous des coupables en puissance, des coupables de consommer de l'énergie, des coupables d'émettre du carbone, des coupables de vivre. Alors, bienvenue à tous pour ce nouveau et premier podcast. Voilà, j'ai un peu changé le format de vidéo. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, si voilà, vous voulez que je continue bien dans cette direction-là. Vous savez que j'ai eu pas mal de soucis ces dernières années en faisant mes lives, c'est-à-dire que au niveau connexion internet et matériel informatique, bon bah c'est pas du top du top. Du coup, bien j'ai décidé de prendre les petits moyens qui sont quand même pas mal dans l'ensemble, vu que la performance allait beaucoup mieux en passant par le téléphone portable. C'est pour ça que, voilà, je vous invite donc à suivre toutes ces nouveautés qui vont apparaître sur ma chaîne YouTube, donc les valeurs de vérité. Et donc, je vous invite à liker cette vidéo et de partager et de vous abonner si le cœur vous le dit, bien sûr. On va commencer ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous présenter Ariane Billeran. Donc, Ariane Billeran est donc une dame qui a créé un colloque, donc qui a participé à la création d'un colloque dont le titre est Corruption et fraude dans la crise sanitaire. Et donc, je vous présente Ariane Billeran, dont je mettrai les liens dans la description de son site internet ainsi que de sa chaîne YouTube. Et vous allez pouvoir avoir tous les lives et aussi toutes les interviews qu'elle a pu faire. Alors, je rappelle que Ariane Billeran est diplômée de l'école normale supérieure, qu'elle est spécialiste de l'étude des manipulations, de la perversion, de la paranoïa et du harcèlement. Et elle est aussi psychologue clinicienne, philosophe. Et elle a écrit de nombreux livres en rapport avec cette thématique. Alors, elle a eu l'idée qu'il fallait aborder la crise qui nous occupe depuis 2020 sous l'angle tout simplement de la corruption et de la fraude, mais pas seulement dans le registre médical, c'est-à-dire la corruption dans les mathématiques, la corruption dans les sciences en général, également la corruption informatique et la corruption philosophique aussi, la corruption morale et la corruption dans les médias. Donc Ariane nous parle aussi de toutes ces mesures politiques qui ont mis en place aussi tous des discours médiatiques, des intermédiaires dans la société, y compris évidemment chez les médecins, mais pas que. C'est-à-dire toute la population qui à un moment donné est prise dans un discours idéologique et accepte une corruption de corps de métier qui ne font plus leur métier ou des métiers qui s'improvisent, comme par exemple quelqu'un qui devient vigile à l'entrée d'un restaurant alors que c'est pas son métier. Et donc, par cette fenêtre, il semblait que nous avions une pertinence d'analyse et effectivement, nous arrivons tous à la même conclusion. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans son discours, parce que c'est d'actualité encore aujourd'hui, c'est finalement le rôle que joue la corruption et la fraude dans le phénomène totalitaire. Donc, nous vivons dans un système qui, pour moi, est totalitaire. Et donc, Ariane en parle vraiment beaucoup dans ses interviews et c'est sur ça aujourd'hui qu'on va un peu s'arrêter, mis à part, voilà, parce qu'il y aura d'autres vidéos, certainement d'autres podcasts bientôt.
Et donc on va s'arrêter sur le totalitarisme aujourd'hui. Ariane décrit, je cite, le phénomène totalitaire, donc comment il fonctionne. Elle va nous expliquer ça et je vais vous le transmettre voilà, immédiatement. Donc le phénomène totalitaire fonctionne à l'idéologie. C'est une croyance qui n'est ni logique et ne correspond pas non plus à la réalité de l'expérience. C'est un discours dogmatique, sectaire, auquel on va faire en sorte que les gens adhèrent par la propagande de masse. Parce que le totalitarisme, c'est faire en sorte que les masses croient à un certain discours et règlent leur comportement par ce discours. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les individus, par les médias notamment, n'aient plus accès à leur esprit critique et soient conduits, en acceptant ce discours idéologique, à commettre des actes au nom du bien commun, au nom du sacrifice d'une partie de la population pour le bien commun, qui n'auraient jamais commis en d'autres circonstances. Donc il faut absolument les endoctriner. Et pour les endoctriner, donc ce discours idéologique, d'ailleurs puisqu'il ne correspond pas à une vérité d'expérience, et c'est ce que nous avons déjà constaté, c'est que toutes les décisions politiques, leur soutien médiatique s'appuie sur des fraudes mathématiques. Donc, à partir du moment où on a des erreurs de raisonnement mathématiques et des fraudes épistémologiques, c'est-à-dire des conditions d'exercice de la science au départ de l'action et des décisions politiques, on peut quand même considérer que l'ensemble du château qui a été érigé sont des fondations qui sont frauduleuses. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas soutenir un régime totalitaire sans créer cette adhésion dogmatique à un scientisme. C'est-à-dire un scientisme, c'est un dogme qui n'a plus rien à voir avec la science et qui refuse tout débat et toute controverse. Alors ça me fait sourire parce que là ces derniers temps nous avons quand même bien vécu ça, le fait de ne pas pouvoir avoir une autre idée que celle voilà, qui a été conçue et qui est conforme aux médias et qui est conforme à ce que l'on peut voilà, dire ou ne pas dire. Et on a tous vécu ces moments pénibles d'ailleurs, certes, j'en disconviens pas, où on s'est senti vraiment très 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 seul face à beaucoup, en essayant de mettre en évidence une autre possibilité que celle qui était toute stéréotypée par la masse, on va dire. Donc j'aime beaucoup la façon dont Ariane explique tout ça, parce que c'est vraiment très instructif en plus, et ça nous resitue toutes les souffrances que l'on a pu vivre pendant cette période et qui continuent encore et encore, parce que avec le principe que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, avec cette guerre, bien c'est identiquement la même chose. Nous n'avons pas le droit à avoir un autre discours que celui auquel nous pouvons adhérer. C'est ça le principe du totalitarisme. Donc Ariane nous explique que le principe, c'est qu'il faut corrompre. Donc il faut corrompre les mœurs, et on l'a vu qu'on arrive à une situation où une partie de la population est d'accord pour stigmatiser ou refuser des soins à d'autres êtres humains. Donc c'est une corruption des mœurs. Il faut corrompre certains experts. Il y a des faux experts sur les plateaux TV ou des faux intellectuels, voilà, de la dérive totalitaire, qui eux sont vraiment corrompus par l'argent ou par un surcroît de reconnaissance ou de prestige ou de postes qui leur sont octroyés à ce moment-là. Et il faut corrompre le reste de la population. Donc, pour corrompre la population, Ariane nous explique notamment la corruption institutionnelle, c'est-à-dire que dans les institutions, il y a eu des primes données pour des déclarations Covid.
il y a eu des professionnels qui ont été habilités à pratiquer des injections alors que c'est pas leur métier. Hein, vous l'avez vu, hein, il y avait des psychologues, des vétérinaires, des gens qui étaient vraiment pas habilités à faire ce genre de choses sur l'être humain. Donc voilà, il y a eu même des kinésithérapeutes, des diététiciens, mais c'est pas du tout leur métier. Et voilà, on se souvient tous de ces périodes hallucinantes. Donc en aucun cas ces praticiens sont formés à pratiquer ce genre de choses, mais pas d'autres choses comme ça s'est passé ces dernières années. Donc ce fait a été enlevé, donc tous ces psychologues n'ont plus le droit d'exercer sans être soumis à une injection. C'est-à-dire que la condition d'exercice a complètement changé. Ce n'est plus une validation d'études, c'est une autre condition chantage qui a été exercée de façon rétroactive. Et on sait très bien que les rémunérations étaient juteuses pour tous ceux qui se sont donc engouffrés dedans. Se sont engouffrés dedans peut-être par idéologie, pas spécialement pour l'argent ou du sacrifice à la patrie ou à la santé pour tous, entre guillemets. Donc il y a cette mise en place indispensable de la corruption qui a été faite aussi au niveau des masses médias par les cabinets d'influenceurs. Et en même temps, il faut une population soit effectivement corrompue au niveau des mœurs, ça, je pense, un réel problème de fond. Une conception de l'individu qui est une conception de l'utilité. C'est-à-dire que l'individu doit être utile à quelque chose, ou sinon il est inutile. Et on le voit très bien à l'œuvre dans les entreprises. Depuis ces logiques quantitatives sont là depuis très longtemps. Ça, c'est un premier point. Mais il faut aussi qu'une grande partie du peuple adhèrent par idéologie, c'est-à-dire sans être corrompus précisément, c'est-à-dire des gens qui obéissent en toute bonne foi. Ils font marcher la machine totalitaire par cette bonne foi. Donc il y a aussi une question liée à l'obéissance. Quelles sont les conditions de création de cette obéissance dans nos populations essentiellement occidentales qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, ce qui les rend d'ailleurs moins perméables à la corruption totalitaire, puisqu'il y a des enjeux, des intérêts personnels, et comme elle l'explique dans sa conférence, ce n'est pas l'intérêt du patron de restaurant de faire des contrôles à l'entrée de son restaurant. Alors il peut le faire parce qu'il a peur des amendes, parce qu'il a peur d'avoir des ennuis. Mais il peut aussi le faire par idéologie, par sentiment d'adhérer au bien commun, de faire quelque chose qui est bon pour les autres. Et c'est là la problématique. Parce que quand on fait par idéologie, c'est que voilà, l'être humain ne le fait plus pour lui-même. Ce n'est pas dans son intérêt. Il y a cette dynamique entre une corruption insufflée par le haut, clairement, une tentative d'éroder, voilà, donc elle rappelle de briser les liens entre les individus dans nos familles, hein, dans les professions, etc. Nous avons tous vécu ces choses-là, les divisions qui se sont créées, le problème de ne plus pouvoir dialoguer, échanger, d'avoir un esprit critique. Voilà, ça a été très 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 compliqué. Donc Ariane explique qu'il y a une corruption d'un côté, ou presque, une absence de corruption dans le peuple, qui est plutôt obéissant, plutôt dévoué et croit plutôt dans ses gouvernements. Et c'est une croyance qu'on a du mal à détricoter, en particulier en France, c'est la croyance que le gouvernement nous veut du bien.
Alors, Ariane aussi parle de nouveautés. Donc, il y a plusieurs nouveautés qui sont dans les instruments du contrôle, c'est-à-dire effectivement une maîtrise technologique effroyable. De la même façon que créer cette idéologie, c'est-à-dire cet endoctrinement des masses, il nous faut des moyens médiatiques. Et ça, c'est totalement raffiné aujourd'hui au travers des écrans. Il y avait besoin dans le nazisme ou le communisme de faire des grandes mises en scène spectaculaires pour marquer les esprits. Aujourd'hui, on a simplement besoin de passer par une répétition au travers des écrans. Donc, ça, Ariane explique que c'est quelque chose de très pernicieux dont on ne mesure pas l'ampleur parce que tout simplement, au niveau psychologique, quand le cerveau voit un écran, il se met en position passive, quel que soit le contenu, donc il absorbe de façon presque hypnotique des images face auxquelles il est très compliqué de lutter. Et même si on a un grand renfort d'esprit critique, c'est le danger notamment des écrans pour les enfants, quel que soit le contenu d'ailleurs. Alors, le rêve totalitaire de la fusion, plutôt de la soumission de l'être humain à la machine, n'est pas nouveau non plus. Dans quelle mesure c'est une illusion ou pas, mais c'est la capacité de nous auto-détruire. C'est-à-dire, encore une fois, les instruments de notre autodestruction sont aujourd'hui extrêmement puissantes. Et peut-être qu'encore une fois, à l'époque, c'est le philosophe Hegel qui faisait cette remarque en disant que la guerre, ce n'est pas la même quand c'est une guerre où on doit faire du corps à corps, ou quand c'est une guerre qui devient virtuelle, on appuie sur un bouton et voilà. Donc on pourrait définir le transhumanisme comme un être humain augmenté par la machine. Mais en fait, c'est la machine qui nous contrôle. C'est-à-dire que, en termes d'augmentation, même si on nous explique que nous allons avoir des super pouvoirs dans la matière, en réalité, nous perdons tous nos super pouvoirs humains qui sont précisément dans nos émotions, dans le rêve, dans l'imaginaire, dans l'inspiration, de la liberté, dans une spiritualité, bien sûr, que ce qui nous permet de considérer l'autre comme sacré, quel qu'il soit d'ailleurs, sans mettre de conditions, c'est bien sûr d'avoir un ancrage spirituel. Et le transhumanisme, c'est l'inverse. C'est faire descendre ou croire ou nous faire croire que nous serions des dieux sur Terre. Donc, déjà sur le plan terrestre, matériel, et c'est se prendre pour Dieu, ce qui est tout à fait la logique du délire paranoïaque. Le transhumanisme, c'est la perte de nos droits humains. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'à partir du moment où nous signons pour le transhumanisme, non seulement nous n'allons pas augmenter, mais nous allons diminuer, et on va nous supprimer tous nos droits. Ariane explique que le transhumanisme se manifeste par l'uniformisation, donc c'est-à-dire le conformisme à outrance ou l'uniformisation qui est obtenue par les médias, par l'éducation, nous en avions parlé, et par le sentiment d'un tout à chacun que s'il ne partage pas le dogme dominant, il va être exclu. Et ça, on le voit tout à fait. Normalement, nous étions dans des espaces où la diversité, les opinions, les expressions politiques, les comportements étaient admises. En fait, on se rend compte que pas du tout. C'était quelque chose qui était de façade. C'est-à-dire que le folklore ou tout ce qui nous humanisait au niveau local, les langues régionales, etc., c'est quelque chose qui a été broyé.
de plus en plus. Et c'est important parce que ça nous relie encore une fois à nos anciens, à une tradition. Et encore une fois, c'est Hannah Arendt qui le disait. Voilà, il faut laisser à l'enfant la possibilité de faire émerger sa propre liberté. Donc, on s'inscrit dans un ordre des choses, c'est très important. Donc, on voit déjà que la politique de table rase et aujourd'hui les idéologies qui visent à effacer ou réécrire l'histoire ou réécrire les livres selon certains paramètres dans la langue sont des phénomènes totalitaires qui préparent le transhumanisme. Parce que dans le transhumanisme, c'est en fait une duplique du surhomme. Il y a un certain critère où nous allons naître de nouveau. Mais en fait, nous ne pouvons pas naître de nouveau pour fabriquer un homme nouveau. Ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas le sens de l'humanité. Le sens de l'humanité, c'est de pouvoir conserver précisément le fil de l'histoire. Alors ça, c'est un premier point. Vous voyez très bien ce qui se passe en ce moment avec la guerre, qu'on efface l'histoire clairement. Donc ce qui se passe et ce que nous dit Ariane Billerand est vraiment important parce que aujourd'hui, bien évidemment, dans ma communauté, bien beaucoup sont voilà à jour à ce niveau-là, ils comprennent très bien ce qui est en train de se passer, mais d'autres, c'est-à-dire la masse, ça fait 80% des gens qui n'ont encore vraiment même pas un soupçon de ce qui arrive et de ce qui est en train de se passer. Et je pense que c'est vraiment très important d'en parler. Alors un moment très intéressant aussi, c'est comment en fait Ariane voit cette soumission de certains intellectuels dans le cadre de la crise sanitaire. Voilà, est-ce qu'on peut parler d'une forme de trahison? Ariane nous dit que oui, c'est une trahison, qui n'est pas nouvelle. On peut rajouter à cela la problématique toute personnelle de l'université, qui est une institution qui ne fonctionne plus, si tant est qu'elle n'ait jamais fonctionné, en termes d'ouverture à l'esprit critique. C'est une institution parfaitement conventionnelle et dont on voit aujourd'hui que, comme un universitaire exerce tout simplement ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire faire régner l'esprit critique, pouvoir incarner cet esprit critique, il est puni par l'institution. Donc Ariane a connu beaucoup d'esprits brillants qui ont été rejetés parce qu'ils n'avaient pas fait certaines allégeances. Donc il y a aussi quelque chose au niveau de la corruption universitaire qui, encore une fois, n'est pas nouvelle, mais existe et doit être traitée. Et c'est pourtant prévu dans les statuts de l'enseignant-chercheur qu'il puisse avoir une protection. Mais nous ne sommes plus dans un moment où les lois sont respectées. Ariane explique aussi que la crise a été l'occasion de la mise en œuvre d'une méthode de dressage des populations, avec notamment cette alternance entre enfermement et libération dans le cadre des confinements. Ceci au nom d'une idéologie sanitaire axée sur le principe « la fin justifie les moyens ». Donc les mesures se sont assouplies maintenant depuis quelque temps maintenant. Passe machin est notamment plus en vigueur. Alors comment Ariane voit les choses évoluer depuis ce petit temps mort que nous avons de répit, on va dire? Est-ce que ça pourrait revenir bientôt? Alors elle dit tout d'abord l'idéologie, donc ce fameux discours dogmatique, sectaire, est voué à se mouvoir. Donc c'est Hannah Arendt qui le dit, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'il faut continuer à exciter les foules et entretenir la peur pour pouvoir obtenir la soumission.
Donc si on fige un seul discours, un bon moment, le cerveau humain va s'en rendre compte. Il va s'interroger, ce discours figé. Il va sortir de la peur, de la sidération, et il va commencer à interroger ce discours qui va lui paraître totalement irrationnel. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut faire témoignage de tous les discours qui ont eu lieu depuis 2020, se rendre compte du caractère irrationnel de ces discours, en prenant du recul, tout simplement. Mais cette mobilité de l'idéologie est absolument indispensable. Donc, à son avis, il y a 2 points indispensables dans la mise en place du totalitarisme. Le premier, ce sont les moments de pause. Mais les nazis ne faisaient pas autrement. Et elle rappelle dans le débat interdit, en prenant l'exemple de Budapest, en démontrant qu'à un certain moment, il y avait des arrêts de persécution et que quand même, on redonnait des droits aux Juifs avant de relancer une persécution bien plus ardue. Cette bouffée délirante, elle ne peut pas se maintenir au sommet tout le temps. Elle se dégonfle et elle repart. Alors, ça, elle pense que c'est un point important, et moi aussi. Rien n'est terminé dans la dérive totalitaire. Et il faut que les idéologies changent. Donc, aujourd'hui, on voit bien des discours un peu similaires dans la structure, dans la forme, apparaître sur l'écologie, sur l'énergie, sur la guerre, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, qui ont une structure identique. C'est-à-dire la structure, il faut bien la regarder sous cet angle. Il y a un danger terrible. Ce danger terrible nous menace gravement, ou presque en tant qu'espèce humaine, et ça justifie de pouvoir mettre en place des mesures d'exception, qui sont l'aliénation de nos droits, et en même temps, de pouvoir sacrifier une partie de la population. Donc ça, c'est le point très important de la remise en place du contrôle qui, elle pense, va survenir. Elle croit qu'il y a presque quelque chose de très pervers dans ce harcèlement des populations. C'est qu'on fait en sorte que l'attention ou la vigilance baisse pour que lorsqu'on va envoyer un nouveau choc traumatique, il soit beaucoup plus important. Donc, sur son site internet, vous pouvez trouver une page où elle écrit une chronique sur le totalitarisme. Et là, donc, elle avait écrit en 2022 « L'humanité n'a jamais vaincu le totalitarisme. Elle en est éternellement, régulièrement, périodiquement victime, quels que soient les décors de façade, la couleur locale, les idéaux brandis pour le bien de la masse, le type d'exigence sacrificielle requis. » C'est-à-dire que nous sommes tous confrontés à la question de ce qui nous humanise et nous permet de vivre ensemble. Mais ce n'est pas premier, ce n'est pas quelque chose qui est premier pour nous. Ce qui est premier pour nous, c'est l'angoisse d'exister, le fait d'être abandonné sans défense dans ce monde, comme le nourrisson. Et si l'environnement ne répond pas de façon adéquate à nos besoins, nous pouvons en nourrir un sentiment de persécution qu'on retrouvera d'ailleurs dans le phénomène totalitaire. Et elle travaille depuis des années sur ce qu'elle a appelé la contagion délirante, bien avant l'histoire de virus. Et la question qui lui préoccupait et qui lui préoccupe toujours, et c'est ce qui fait que l'individu, pourtant intellectuellement construit, émotionnellement construit, qui dans une situation entre guillemets normale se comporte tout à fait correctement, en vient à se retrouver embrigadé et à commettre les pires actes qui soient. Et elle l'explique, donc
elle parle il y a longtemps, elle a parlé il y a longtemps de collectif régressé, c'est-à-dire d'un phénomène de régression psychique qui se passe dans le collectif pour l'individu et qui, pour elle, est une sorte de dégringolade de l'échelle de notre construction psychologique acquis c'est la première enfance. Et c'est pour ça que c'est très puissant, parce que finalement, le phénomène totalitaire, on voit bien qu'il manie la terreur et l'angoisse, il nous mène à l'état de nourrisson, et il nous dit, je vais te protéger, je te prends en charge, ne réfléchis plus à rien, je te donne tout, reste chez toi confiné, je te peigne, je te berce. Donc il nous met dans cet état régressif. C'est un état qui est très séduisant pour nous, parce que retrouver par rapport à une angoisse existentielle les bras de maman, la sécurité, la chaleur de la maman, c'est quelque chose qui est presque souhaité de façon nostalgique par tous les êtres humains. Et après, ça dépend de la maman, bien sûr, mais en tout cas, dans le fantasme. Et bien sûr, dans le cadre totalitaire, c'est une mère maltraitante, extrêmement tueuse. C'est une mère tueuse. Et donc, quelque part, l'histoire de l'humanité, pour Ariane, au niveau des individus comme du collectif, comme les institutions, les États, les peuples, les civilisations, c'est essayer de construire quelque chose qui est fondé sur des interdits fondamentaux, qui est fondé sur l'être humain, sur l'interdit du sacré, sur l'interdit du meurtre, sur la différence de génération, la différence de sexe, tout ce qui permet de mettre de l'espace et de la séparation entre nous. Et à partir de cet espace et de cette séparation, nous allons pouvoir construire ensemble une civilisation qui inclut sa finitude, donc qui inclut ses limites, donc inclut un rapport spirituel au monde. Et ça, c'est quand on finit son développement psychique. Mais quand on dégringole cette échelle, eh bien on se retrouve dans l'espace de la confusion où il n'y a plus de séparation. Et puisqu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus de séparation, nous régressons, et la limite, nous allons la trouver dans la transgression, c'est-à-dire dans le rapport corporel à l'autre ou le rapport du meurtre. Et elle croit que c'est vraiment l'histoire psychologique de l'humanité de se débattre avec entre, Platon disait, entre l'ange et la bête, c'est-à-dire que nous sommes entre les deux et nous débattons. Donc une nécessité presque comme une civilisation qui dégringole et en dégringolant fait dégringoler les individus et nous revenons dans un espace totalement archaïque où il n'y a plus de séparation entre moi et l'autre, et on nage dans la confusion et l'indifférence, et une angoisse évidemment existentielle. Dans le texte de cette chronique, Ariane nous explique aussi que nous sommes sur la fin d'une civilisation qui a atteint son terme, et le moment totalitaire est tout bonnement l'instrument de la destruction de la civilisation qui n'est plus viable. Alors pourquoi notre civilisation ne serait plus viable? Alors quels sont les éléments qui la poussent à penser cela? Alors dans cet article, elle fait référence à la dialectique dans l'histoire de Hegel, qui voit dans toute chose, dans tout être vivant, dans toute construction humaine, la naissance, la croissance, l'apogée, la décrépitude et la mort. Et finalement, tout sur Terre obéit à ce cycle. Absolument tout. Nous, en tant qu'êtres humains, une plante, mais aussi une maison,
On a beau faire des constructions pour des siècles et des siècles, à un moment donné, elles s'effondrent. Effectivement, le totalitarisme serait un moment de destructivité, servant à faire s'effondrer la maison qui ne tenait plus tellement debout, qui était déjà en érosion. Et c'est la raison pour laquelle elle explique souvent qu'il faut regarder ce que nous souhaitons sauver de la maison avant qu'elle ne s'écroule. Dans cette balade intellectuelle, elle s'est fait effectivement balader dans cette idée. Ce serait comme une analogie avec la nature où il y a ce moment de putréfaction, de corruption, de décomposition qui est nécessaire. Encore une fois, pas souhaitable du point de vue humain, parce que les destructions, la souffrance est énorme. Mais si on regarde avec plus de distance, qu'est-ce que cela vient dire, parce qu'elle ne tient plus debout, que nous en sommes à accepter encore une fois un apartheid, une stigmatisation, le fait de laisser des gens sans ressources, sans revenus, sans moyens subsistants, comme ça a été le cas pour les confinements, même si en France ça s'est bien passé, entre guillemets, parce que les gens n'ont pas été trop laissés à l'abandon, ça n'a pas été du tout le cas dans le reste du monde. Donc, finalement, tout ceci est l'indication d'une décadence morale majeure, mais qui vient signer quelque chose qui était déjà là. C'est accéléré gravement au XXe siècle. Et presque, si on prend cette hypothèse, on peut se dire on a eu des sombresauts terribles avec le totalitarisme nazi, communiste, et puis d'autres phénomènes totalitaires, bien sûr, qui ont eu lieu au XXe siècle. Là, on voit que nous nous approchons de quelque chose de vraiment inédit en termes de totalitarisme mondial, avec des conséquences qui seront sans doute bien plus atroces que déjà ce que nous avons vécu en termes d'atrocité. Nous en sommes juste au seuil. Alors aussi, dans ce système totalitaire, ce qui permet de donner du sens au déni massif et à la soumission des masses qui caractérise le phénomène totalitaire. Et donc, elle nous explique que ce déni s'opère malgré la somme colossale d'informations alternatives qui circulent aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans les totalitarismes précédents. La puissance médiatique dans la propagande, d'être informé ou de s'informer, c'est que finalement, elle s'est dit qu'on retrouve toujours, et qu'elle avait acquis cette conviction quand elle faisait des expertises sur des plaintes de harcèlement dans les entreprises, on retrouve toujours la même proportion d'individus. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un schéma où il y a une proportion, quand il y a un collectif où se déroule du harcèlement, il y a des harceleurs, il y a des complices actifs, il y a des complices passifs, il y a des résistants au phénomène, il y a des résistants actifs, il y a des résistants passifs, et c'est toujours la même proportion au départ. C'est-à-dire que c'est un pourcentage très infime, mais qui existe. Mais là aussi, il n'y a pas de groupe où il n'y a pas de résistance. Ils ont vraiment besoin d'avoir cet endoctrinement pour soutenir dans la population toute l'action. Donc c'est la clé. C'est le nerf de la guerre, c'est cette contagion délirante. Ou ce que Matthias Desmet appelait la psychose de masse, mais c'est le nerf de la guerre. Et donc au fur et à mesure, c'est comme un phénomène de balancier, il y a des destructions massives,
effectivement les gens se réveillent, ne rentrent plus dans le discours, se rendent bien compte à la réalité de l'expérience qu'ils éprouvent que l'idéologie du discours ne correspond pas. Et donc, il y a un phénomène de balancier qui fait qu'à un moment donné, quand il y a eu trop de destruction et presque trop de destruction pour que ça reparte, le phénomène s'inverse. Je ne sais pas si ce sera le cas encore une fois ici, mais je trouve que, comme dans la nature, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un phénomène de destruction, de parasites qui viennent aider à ça. À partir de là, il y a une nouvelle graine qui vont émerger et certaines ont été laissées depuis le départ. Et il y a aussi un mauvais herbe qui sont extrêmement résistantes dans tous les cas. Est-ce que nous faisons partie de ces mauvaises herbes? Peut-être. En tant que psychologue, donc Ariane s'intéresse à la science de l'âme. Donc, pour le rappeler, et c'est-à-dire que la psychologie, étymologiquement, elle s'intéresse à l'âme humaine. Et elle croit que c'est, si toutes ces questions nous ramènent à la problématique suivante, qu'est-ce qu'un être humain? C'est ce dont nous parlons dans ce colloque, et c'est à quoi nous confronte le phénomène totalitaire. Est-ce qu'un être humain, c'est un corps utile ou inutile? Est-ce que c'est une quantité négligeable? Est-ce qu'on peut faire des expérimentations sur les êtres humains? Nous avons cru être à l'abri par le code de Nuremberg, mais manifestement, nous sommes plus à l'abri. Qu'est-ce qu'il y a dans cette sacralité? Il y a l'âme humaine, c'est-à-dire précisément une dimension qui nous met en relation avec un infini. Donc, pour la philosophie, alors c'est évidemment le cœur du sujet des religions, c'est la relation à l'infini, mais pour la philosophie, c'est aussi le cœur du sujet, puisque, comme elle aime le rappeler, la question de la liberté est le centre de la métaphysique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas libres, nous sommes tous enchaînés de diverses manières, mais nous avons cette aspiration. C'est le philosophe Hegel qui rappelle que la définition de la liberté, c'est l'amour. Donc, parce que c'est cet endroit en nous où nous pouvons être dans la rencontre avec un amour infini qui nous dépasse et qui, en même temps, nous fait sentir à quel point nous sommes limités, mais nous fait sentir aussi que ce territoire existe. Et c'est parce que nous avons ce territoire, cette rencontre possible en nous, que nous allons considérer que l'autre aussi, il a aussi ce territoire en réalité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle aussi, elle en avait parlé, la perversion du système totalitaire, c'est l'inverse de la tendresse. La tendresse, étymologiquement, c'est le fait de tendre vers l'autre. Et nous tendons vers l'autre parce que nous savons qu'il a aussi ce trésor en lui, qui n'est pas lui, mais qui le dépasse. Donc elle croit que tout ceci, c'est ce que nous devons retrouver. En tout cas, c'est ce qui définit pour elle l'humanité.
Voilà, c'est terminé pour ce premier et nouveau podcast. Je vous invite à vous abonner, à liker ce podcast et si le cœur vous le dit, vous pouvez aussi soutenir cette chaîne pour des futures vidéos. Soutenez ici cette chaîne, vous trouvez tous les liens dans la description. Vous pouvez voir tous les interviews de Ariane Bileran et vous pouvez aussi trouver tous les liens dans la description pour aller voir son site internet. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. À très bientôt. Bisous. À bientôt. Et abonnez-vous.